Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la troisième consacrée au chapitre La science peut-elle tout démontrer? Et on va donc aborder le début de notre développement, à savoir la première partie qui s'appelle la validité du raisonnement démonstratif. Première partie, petit a, donc premier argument, ça s'appelle induction et déduction. Il y a deux termes qu'il faut retenir, qui sont importants quand on parle du travail de la science, l'induction et la déduction. Qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer tout de suite. La déduction est une méthode démonstrative qui a toujours fasciné, car elle permet de reconstituer des vérités de type logique à un très niveau d'abstraction. Le personnage, par exemple, de Sherlock Holmes et le grand succès qu'il rencontre encore aujourd'hui auprès du public sont la preuve de cette fascination pour la méthode logique déductive. Holmes ne se trompe jamais et nous aimerions tous être aussi infaillibles que lui. C'est-à-dire qu'on est toujours épaté par ce personnage de Sherlock Holmes. Il y en a, je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent les films avec Robert Downey Jr., ou encore des séries comme Elementary ou l'excellente série Sherlock. On imagine si Sherlock Holmes vivait aujourd'hui, c'est à chaque fois vraiment épatant, quoi. C'est-à-dire que Sherlock Holmes voit arriver quelqu'un et puis il dit ah oui, vous êtes imprimeur, vous venez de quitter votre femme et puis vous avez 3 enfants dont une fille et je le sais parce que il y a une tache d'encre sur votre veston qui prouve ceci. Vous avez votre pantalon qui est trop court, ce qui prouve cela. Et à chaque fois Sherlock Holmes c'est dans le vrai, mais il ne fait que déduire les choses de type des démonstrations de type totalement logique. C'est ce qu'on appelle la déduction scientifique. Je vois quelque chose et j'en déduis que. Il y a en fait deux types de raisonnement en logique qui sont utilisés par la science, même s'ils n'ont pas la même efficacité. D'abord, c'est l'induction. L'induction, on en fait toutes et tous tous les jours. Cela consiste à partir d'une série d'observations particulières pour en tirer une conclusion de type général. Par exemple, le soleil se lève tous les matins, cette régularité nous pousse à faire qu'il se lèvera ainsi tous les matins jusqu'à la fin des temps. Mais ces généralisations sont parfois dangereuses. C'est par induction que les gens racistes, par exemple, raisonnent. Je me suis disputé plusieurs fois avec des Noirs et des Arabes, donc les Noirs et les Arabes sont méchants. Ça, c'est typique d'un comportement un peu idiot et un peu raciste. Je généralise une ou deux expériences que j'ai eues et j'en fais des vérités, comme si c'était des vérités de type logique, parce que j'ai observé plusieurs fois la même chose. Mais ça ne vaut pas grand-chose, ce ne sont pas des preuves. C'est un petit peu à chaque fois quand je vous reprends sur vos dissertations, quand vous avez tendance à remplacer les exemples par les arguments. Vous avez tendance à remplacer les arguments par des exemples. Vous émettez une idée, et puis vous dites, la preuve c'est qu'il se passe ça et ça. Oui, mais ça c'est du storytelling, hein, comme je vous dis, vous racontez des histoires, ça ne prouve pas grand-chose. Si je cumule des expériences et que j'en fais une vérité de type général, ce ne sont jamais que des expériences, ce ne sont jamais que des exemples, et je peux apporter autant de contre-exemples derrière. C'est pour ça aussi qu'on s'écharpe sur des plateaux d'émissions comme celle de Cyril Hanouna, où finalement il n'y a pas de grande vérité qui en ressort, mais chacun en ressort avec sa propre opinion, chacun est venu avec son opinion, chacun ressort avec son opinion, et il n'y a pas de vérité de type général qui sont définies. L'induction suppose donc une dose assez importante de croyance et d'indécision. Je crois que, parce que je crois telle personne. C'est pas très logique tout ça. La déduction, ensuite, elle tend à prouver, par l'utilisation de lois universelles, une vérité de type général ou universel aussi. Chaque fois qu'on accomplit une expérience de physique, on se sert de lois pour prouver l'existence d'autres lois. C'est tout un édifice qui se met ainsi en place. Cela peut s'écrouler si la loi ou les lois dont on se sert sont remises en cause. Selon Leibniz, on avait déjà vu Leibniz ensemble, vous vous souvenez, sur les petites perceptions, les aperceptions, selon Leibniz, la déduction, c'est la résolution d'une vérité en d'autres vérités déjà connues. Là, c'est déjà beaucoup plus scientifique, c'est-à-dire que je vais me servir de lois générales pour poser mon propos. Quand vous voyez, je sais pas, quelqu'un comme Éric Zemmour à la télé qui dit « Ah, toutes les banlieues en France sont islamisées, nous sommes envahis par les islamistes, les Arabes sont tous des islamistes », ça, c'est plutôt de l'induction qu'autre chose. Zemmour, encore que je ne sais pas s'il sort beaucoup de chez lui, mais il a vu dans la page fait divers des journaux que tel quartier, il y a beaucoup d'islamistes. Alors tout d'un coup, c'est toute la France qui devient islamisée. Et voilà, c'est une généralisation excessive. Une déduction, c'est différent, puisqu'on va se servir de lois solides, prouvées et universelles pour pouvoir trouver une preuve à ce qu'on est en train de raconter. C'est comme ça que la science doit évoluer et non pas à coup d'induction. Voilà la différence entre déduction et induction. Donc la déduction est beaucoup plus présente en science et j'ai envie de dire heureusement. Petit b, deuxième élément de notre première partie, on va parler du syllogisme. Alors le syllogisme, c'est assez étonnant, ça existe encore aujourd'hui. C'est une méthode qui a été fondée par Aristote pour trouver des vérités de type logique. Le syllogisme
Aristote, initiateur de la logique moderne, pose le syllogisme comme une manière de trouver une vérité universelle en partant d'une constatation intuitive. C'est la prémisse mineure, en la ralliant à une loi générale. C'est la prémisse majeure, afin d'en tirer une conclusion irréfutable. Voilà un exemple. Le syllogisme aristotélicien le plus connu est le suivant. Tous les hommes sont mortels, prémisse majeure, ça c'est vraiment une loi générale, hein, nous sommes tous mortels, on n'a jamais vu quelqu'un d'immortel. Or, Socrate est un homme, ça c'est la prémisse mineure, c'est-à-dire un cas particulier, donc Socrate est mortel, puisque Socrate est un homme, il s'inscrit dans la catégorie homme et qu'il y a une loi générale qui dit que nous allons tous mourir un jour, donc Socrate est mortel parce qu'il appartient à cette catégorie-là. Et là, Aristote se dit, Eureka, c'est formidable, j'ai trouvé une façon de pouvoir trouver des vérités de type universel suite à des observations. Il suffit de rallier ça à des lois générales. Nous partons donc ici d'une loi universelle, la prémisse majeure, tous les hommes sont mortels, et de l'appliquer à quelque chose de particulier, la prémisse mineure, Socrate est un homme, afin d'inclure le particulier dans la loi universelle. C'est évidemment beaucoup moins hasardeux que d'induire de l'universel à partir de constatations particulières, ce que fait l'induction. L'induction, c'est, j'ai vu 3 fois ça se répéter, donc c'est pas du tout universel, et donc je vais englober tout le monde dedans. Mais le syllogisme n'est pas nécessairement l'assurance de trouver des vérités incontestables. Pour preuve, ce syllogisme signé Eugène Ionesco, Eugène Ionesco, vous avez dû l'étudier, je suppose, en français, en littérature, c'est un des grands inventeurs du théâtre de l'absurde. Eugène Ionesco faisait le syllogisme suivant: tous les chiens sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chien. Ah, là, déjà, ça fonctionne plus. Sous celui-ci, qui nous vient de Woody Allen, qui aime bien aussi les démonstrations un peu absurdes, Woody Allen disait « Dieu a créé l'homme à son image, or je suis un homme, donc Dieu porte des lunettes », puisque Woody Allen porte des lunettes. Ce dernier syllogisme se moque des grandes démonstrations du Moyen-Âge en Europe qui avaient tendance à vouloir prouver mathématiquement et logiquement l'existence de Dieu en partant de prémices pour en arriver à une conclusion obligée. On verra ça avec la preuve ontologique de l'existence de Dieu par saint Anselme. Saint Anselme, c'est un philosophe et scientifique du Moyen-Âge qui pensait qu'il avait réussi à prouver l'existence de Dieu par un syllogisme de ce type, mais on y reviendra. Il faut donc bien vérifier ce que l'on met dans un syllogisme. On ne peut pas prouver tout et n'importe quoi. Malgré cela, la forme logique est une forme qui peut nous emmener loin sur le chemin de la découverte scientifique. Voilà pour cette première partie de notre... remarque, il reste encore un petit peu de temps, on va peut-être faire le 2 dans la foulée. On va parler dans le 2 des limites de la démonstration logique. Là, on va faire un petit peu la critique de ce qu'on avait dit dans le 1. Premièrement, premier paragraphe, petit a, des raisonnements hypothétiques. Le problème de la démonstration de type logique, c'est qu'elle part bien souvent d'une hypothèse. Or, cette hypothèse sous laquelle nous rangeons le raisonnement vient souvent d'un processus inductif, voire même parfois de l'imagination pure et simple. Si l'on reprend l'exemple de Woody Allen développé plus haut, on peut dire que Woody Allen se moque d'un syllogisme qui avait été mis au point par un prêtre philosophe, saint Anselme de Canterbury, qui voulait prouver l'existence de Dieu de cette façon. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Une fois que saint Anselme a dit ça, il y a plein de gens qui ont dit « Bah ouais, ça y est, on a prouvé l'existence de Dieu ». Voilà le syllogisme. Dieu est un être parfait. Or, la perfection sans l'existence est une chose impossible, donc Dieu existe. Voilà, c'est QFD, je viens de prouver l'existence de Dieu. Puisque Dieu est un être parfait, il ne peut pas ne pas exister, puisque ce serait être moins parfait. Si on fait ce type de raisonnement, on pose l'hypothèse de Dieu et de sa perfection comme une certitude, un axiome, c'est-à-dire une proposition de base, intuitive et évidente pour tous. Un peu comme quand on dit en mathématiques, la droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Le problème, c'est que cette perfection de Dieu demanderait à être vérifiée par l'expérience. Donc, cela ne marche pas, puisqu'on ne peut pas dire que cette proposition est vraie. C'est pas comme tous les hommes sont mortels, puisque tous les hommes sont mortels, on peut le vérifier, on peut facilement le vérifier. Dieu est parfait, c'est pas vérifiable. Alors, je sais plus où je suis rendu. Donc, cela ne marche pas, puisqu'on ne peut pas dire que cette proposition est vraie, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle est fausse. C'est invérifiable, donc ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi cette preuve ontologique de l'existence de Dieu a été d'abord prise comme argent comptant et vue comme la preuve enfin que Dieu existait, et puis peu à peu on s'est rendu compte que mais si on part de ça, voilà, c'est un petit peu faussé dès le départ. Descartes aussi, au XVIIe siècle, avait établi la démonstration scientifique de l'existence de Dieu, avec une preuve assez proche de celle de saint Anselme. Descartes disait... Pardon. Alors c'était quoi l'argument de Descartes? C'était, oui, nous connaissons, vous et moi, le concept d'infini et le concept d'éternité. On sait ce que c'est, on sait ce que ça veut dire. Infini, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. On peut se le représenter dans notre tête. Pareil pour l'éternité. Et Descartes dit, ouais, mais ce qui est bizarre,
c'est qu'il n'y a rien autour de nous qui soit infini et éternel. On l'a jamais vu. Donc, ça veut dire qu'il y a un être infini et éternel qui a mis ces idées-là dans notre tête. C'est QFD. Je viens de démontrer l'existence de Dieu, c'est-à-dire d'un être infini et éternel qui a mis dans ma tête quelque chose qui n'existe pas dans la vie réelle. Et Descartes disait, bah voilà, je viens de prouver l'existence de Dieu, question suivante, merci, tout va bien. Là aussi, c'est un petit peu faussé dès le départ. Parce que l'axiome de départ n'est pas vraiment un axiome. Et du coup, je vous invite à noter la définition du mot axiome, toujours dans votre carnet, dans votre répertoire. Axiome, qu'est-ce que c'est? Axiome, c'est une vérité intuitive de base, très facilement vérifiable par l'expérience. Ça, c'est un axiome. Par exemple, axiome, un axiome mathématique, c'est la droite est le plus court chemin d'un point à un autre. C'est quelque chose qui est une vérité de base, c'est même pas la peine de le prouver ou de le démontrer, il suffit de faire un petit schéma et je peux vous montrer que voilà, on ne peut pas dire le contraire, c'est impossible. Ça, c'est un axiome, c'est-à-dire une vérité tellement évidente, tellement vérifiable, tellement solide que je peux faire partir tout l'édifice de la science de là. Les axiomes en mathématiques et en géométrie ont été définis dès l'Antiquité, notamment par Euclide. Euclide, c'est quelqu'un qui a mis au point toute une série d'axiomes en disant, voilà, si on veut construire une science, si on veut construire des mathématiques, si on veut construire une géométrie, on va partir de ces vérités de base qui sont des vérités évidentes. Un point, alors je ne sais plus comment il avait défini un point, une droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre, etc. Voilà, ça, ce sont des vérités de base. Et à partir de là, on va pouvoir construire des vérités beaucoup plus complexes. Donc l'axiome, il faut bien vérifier ce qu'est un axiome. Un axiome, vous pouvez aussi en trouver un petit peu faussé chez Blaise Pascal. Blaise Pascal, je vous rappelle, il était philosophe, il était homme d'affaires, il était l'inventeur des transports en commun, il était mathématicien, et surtout, Blaise Pascal, il était extrêmement croyant. Et Blaise Pascal disait, en fait, l'existence de Dieu, c'est même pas la peine d'essayer de la démontrer, puisque c'est un axiome. C'est-à-dire, c'est ce que Blaise Pascal appelait une vérité de cœur. C'est un petit peu comme je suis vivant. Et si on me dit prouve-le, je dis j'ai pas besoin de le prouver, je suis vivant, c'est comme ça, je le ressens. Pourquoi je prouverais ça alors que c'est une vérité évidente, première, qui s'impose à moi. Je ne peux pas ne pas être vivant, puisque je parle, je suis là, je ressens mon corps, donc je suis vivant. Je ne peux pas être un mort qui imagine qu'il est en train de vivre, puisque les morts ne peuvent rien imaginer. Donc je suis vivant, c'est un axiome, ça on est d'accord. Eh bien, Pascal disait, l'existence de Dieu c'est pareil, c'est un axiome. Dieu ne peut pas ne pas exister, donc c'est un axiome. Ouais, ça se discute quand même, c'est un axiome si on est croyant. C'est-à-dire que se dire, il ne peut pas ne pas y avoir de Dieu, puisque voilà, le monde est beau, le monde est autour de nous. Ouais, non, c'est pas vraiment un axiome, quoi. Parce que c'est pas vérifiable. Je peux pas ramener Dieu et dire, oui, il existe, il est là. On ne peut pas résoudre les questions métaphysiques. Les questions métaphysiques, c'est les grandes questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. Les grandes questions métaphysiques de façon logique, car les objets métaphysiques, l'âme, les esprits, l'existence de Dieu, ne sont que des suppositions et non des certitudes empiriques. C'est-à-dire, c'est pas des choses qu'on peut démontrer de façon physique ici et maintenant. L'existence de Dieu, c'est pas comme une droite, c'est pas comme un point. Je peux pas les montrer, je peux pas les accepter de façon aussi simple et aussi facile. Petit b, on va parler justement de ces fameuses différences axiomatiques. Descartes dit dans son discours de la méthode, les mathématiques sont beaucoup plus certaines que les autres sciences, elles consistent tout entières en une suite de conséquences déduites de raisonnement. Il y a donc une prétention de la métaphysique à prouver tout, absolument tout, par des démonstrations calquées sur la logique mathématique, notamment cette fameuse preuve de l'existence de Dieu par saint Anselme. Dieu est parfait, donc je ne peux pas être parfait et ne pas exister, donc Dieu existe nécessairement, absolument. Mais si on prend l'exemple de la géométrie, on constate que l'on peut partir des mêmes axiomes et aboutir à des conclusions différentes par le calcul. Vous avez par exemple des géométries non euclidiennes. En fait, quand on dit par un point, il ne peut passer qu'une seule droite, en fait, en géométrie euclidienne, c'est pas vrai. Il peut passer plusieurs droites différentes. En géométrie non euclidienne, pardon. En effet, les géométries non euclidiennes nous montrent que la vérité peut être différente selon les axiomes sur lesquels on se base. Donc même ça, c'est pas si sûr, ces fameux axiomes. Là où on devrait exiger des vérités universelles, c'est-à-dire vraies partout et tout le temps dans l'ensemble de l'univers, la logique mathématique elle-même nous donne des réponses souvent qui ne peuvent être que relatives. C'est cette relativité des réponses qui est gênante. Et oui, tout est relatif, disait Einstein. Elle prouve que toute vérité a besoin d'être démontrée, mais aussi et surtout montrée de façon empirique pour avoir accès au statut de vérité incontestable. Conclusion.
Hegel disait tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. En disant cela, Hegel insiste sur le fait que l'esprit humain est à même de comprendre l'intégralité de la réalité, de justifier tout ce qui a lieu dans l'univers. Ça, c'est une position qui est très rationaliste. Il est vrai que l'efficacité de l'esprit humain semble sans limite. Or, cela semble bien être le problème. L'homme aurait-il trop confiance dans les sciences et dans les démonstrations scientifiques? Nous savons que la logique est une chose implacable. Une démonstration logique donne des résultats qui sont nécessairement vrais, à condition de s'entendre sur l'objet de l'étude en question. Si je veux prouver une démonstration mathématique ou physique, la science et ses démonstrations ont un caractère logique qui peut nous faire approcher la vérité. Mais si je prends comme sujet d'étude l'âme ou Dieu, c'est évidemment beaucoup plus aléatoire. Là, je vous renvoie notamment à ces scientifiques qui sont zététiciens. Un zététicien, c'est un chercheur de vérité, et souvent les zététiciens sont des débunkers. Vous avez notamment une chaîne de zététique sur YouTube qui est très intéressante, je trouve, qui s'appelle La Tronche en biais. Ce sont des scientifiques qui s'amusent à prendre d'autres youtubeurs un peu escrocs, chercheurs de fantômes, etc. Ou le mec qui a fait la révélation des pyramides, les trucs comme ça, qui nous dit que c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. Et ils s'amusent de façon très scientifique à débunker ces vidéos sensationnalistes pour montrer que non, attendez, on ne peut pas tout d'un coup prouver que les pyramides ont été bâties par les extraterrestres. Et les zététiciens, c'est intéressant, c'est très intéressant à regarder, notamment la chaîne La Tronche en biais, parce que c'est une chaîne qui est très critique et qui s'appuie sur des arguments scientifiques pour démontrer des choses qui ne le sont pas. Mais parfois, les gens qui font cette chaîne La Tronche en biais, je trouve, et je ne suis pas le seul, il y a pas mal de gens qui les suivent et qui disent ils sont un peu trop sur d'eux. Non, la science ne peut pas tout démontrer. Ok, je peux démontrer par la science qu'un film comme La Révélation des pyramides, qui nous dit que, un peu comme dans Alien Theory, les pyramides ont été construites par des civilisations extraterrestres anciennes, c'est pas vrai. Mais est-ce que je peux pour autant valider totalement les recherches en égyptologie classique par la science? Voilà, faut arrêter aussi de se prendre pour des gens qui, parce qu'ils sont scientifiques, savent tout, comprennent tout, peuvent absolument tout prouver. C'est pas si vrai que ça. Et souvent, malheureusement, la science est un peu trop sûre d'elle pour dire aux non-scientifiques taisez-vous, c'est nous qui détenons la vérité. Ça, c'est pas une attitude qui est forcément très saine, et souvent les gens de La Tronche en biais ou des zététiciens sont critiqués là-dessus. Par conséquent, elle est très longue ma vidéo, par conséquent, non, on ne peut pas tout justifier. Une chaîne démonstrative de raisonnement logique peut très bien partir d'une fausse évidence, d'une réalité première que l'on juge vraie, mais de façon purement subjective. Voilà pour ce chapitre, alors qui sera le dernier pour cette année. On se retrouve bientôt en présentiel. Ouf. Je vous dis à très bientôt.